Action! Aujourd'hui, on est avec Dimitri en direct de Kuala Lumpur. On va parler nomadisme digital, business en ligne et on va tout savoir sur toi. Déjà, merci Dimitri d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Ça nous à fait vous. Extrêmement plaisir. De même. Merci pour l'invitation, pour ce joli décor qu'on a derrière. C'est clair, ça fait plaisir. Magnifique. Et qui de mieux que de se présenter que toi-même. Donc on va te laisser Pour nous en dire un petit peu plus sur savoir toi. qui tu es, ce que tu fais, pourquoi et comment. Depuis quand, avec qui? Alors, donc moi c'est Dimitri. Ça fait 6-7 ans que je travaille à mon compte en tant que social media manager. Okay. Principalement pour des entreprises françaises, quoique européennes aussi. Et je suis digital nomade depuis bientôt 4 ans. Mine de rien, ça fait quand même, le temps passe vite. Donc voilà, actuellement là je suis en Asie du Sud-Est, ça fait 5 mois que je suis ici et je compte y rester jusqu'à au moins l'été prochain. Donc j'ai encore pas mal de choses à découvrir et voilà, pour faire très simple. Et j'ai 29 ans aussi, je peux pas préciser mon âge, mais voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à choisir ce mode de vie digital nomade? Alors, pour être sincère, quand je me suis mis à travailler à mon compte, je faisais ça en parallèle de mon CDI, donc moi j'habitais à Lyon à l'époque. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que je prenais vraiment du plaisir à travailler pour mes premiers clients. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un joli confinement, blablabla, on ne va pas revenir dessus, mais je me suis retrouvé enfermé en, comment on appelait ça, chômage partiel, je crois que ça s'appelait comme ça. Donc j'étais quand même payé, mais à rien faire. Donc c'est là où j'ai vraiment creusé, essayé de développer mon offre, me pencher là-dessus. Et le fait d'être enfermé constamment et de voir aussi que j'arrivais à avoir un peu plus de clients, je me suis dit il serait peut-être temps de réfléchir à une vie différente. Donc à ce moment-là, bien entendu, je me suis dit ok, il faut que j'accélère tout ça, il faut que je réfléchisse à un endroit où je peux, on va dire, fuir. Parce que le climat à la fois social mais aussi sanitaire, etc. en France, je me suis dit c'est plus possible, c'était trop néfaste pour moi, donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait autour de moi. Il n'y avait pas 10 000 options. Le Mexique, c'était un des seuls pays qui était ouvert. Donc je me suis dit, ok, je vais faire mes bagages et je vais partir à l'époque avec mon ex au Mexique. Donc on est parti 5 mois. On a fait plus de 15 villes au Mexique. Donc on a vraiment beaucoup bougé, peut-être un peu trop pour la vie de digital nomade, parce que c'était au bout d'un moment, c'est compliqué de se focus sur son travail et de bouger constamment, mais ça on pourra y revenir dessus un petit peu après. Mais ça m'a fait découvrir un pays qui est magnifique et aussi que ce mode de vie était vraiment quelque chose qui me plaisait, vraiment ça me parlait, je trouvais ça vraiment incroyable et je me suis dit en fait je peux le faire et si j'arrive à le faire pendant 5 mois, ça veut dire que je peux le faire presque toute ma vie, quoi. Donc quand je suis revenu du Mexique, on a fait un stop à Madrid, donc pareil on a continué un peu comme ça et quand je suis arrivé en France, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais maintenant après 5 mois où ça a été vraiment incroyable? Est-ce que c'est vraiment la vie que je veux ou pas? Mais je commençais vraiment à réfléchir sur le sujet. Je me suis dit, ok, il faut que je me lance vraiment là-dedans parce que c'est vraiment ce qui me plaît. J'ai pas de mal à travailler depuis n'importe quel endroit, peu importe le fuseau horaire, etc. Donc après, j'ai enchaîné. Je suis parti aux Canaries, Fuerteventura, etc. Je suis allé à Malte, je suis allé à Budapest, je suis retourné aux Canaries à Gran Canaria, je suis allé en Sicile. Donc j'ai pas mal bougé. Ah ouais, effectivement. Ouais, j'ai fait 1 mois par-ci, 2 mois par-là, 3 mois ici, tu vois. Donc j'ai beaucoup bougé d'abord dans un premier temps en Europe. Et ça, justement, pour bien expliquer à ceux qui ont envie justement de se lancer dans cette vie des digital nomades, tu dirais que tu avais déjà en toi cette fibre de vouloir bouger ou c'est venu vraiment comme ça parce que ce boulot, exactement, aussi, ce boulot où tu ne trouvais peut-être plus de sens, t'a aidé à pousser à ça, ou tu avais déjà cette fibre de vouloir partir parce que pour certains, Dimitri, c'est quelque chose d'énorme, quoi. C'est un changement de vie radical. C'est ça, c'est presque inenvisageable. Donc comment ça se fait que toi, tu t'es dit ok, j'y vais. En fait, j'ai un peu eu une révélation pendant le confinement, toujours. Je me suis dit, les voyages, c'est quelque chose qui me fait plaisir, dans le sens où découvrir des nouvelles cultures, que ce soit aussi culinairement parlant, mais aussi les personnes que tu peux rencontrer, locaux comme expatriés, peu importe. C'est vraiment un truc qui me faisait vibrer et je me suis aussi fait une réflexion. Je me suis dit, peut-être qu'un jour, tu seras plus en mesure de voyager. Pour une raison X ou Y, je sais pas, peut-être que demain je vais me faire percuter par un bus, je dis n'importe quoi, des choses horribles, mais en vrai ça peut arriver à n'importe qui. Et je me suis dit en fait, là t'es jeune, t'as encore de l'énergie, si tu saisis pas ta chance maintenant, peut-être que tout ça tu pourras plus jamais le refaire. Tandis que je sais pas, rester chez toi, être casanier, ça tu peux le faire plus ou moins toute ta vie, c'est pas très dur, faut pas grand chose pour le faire. Donc ça m'a fait un peu comme un déclic.
Et le fait d'avoir fait ce premier voyage au Mexique, je me suis dit, ah mais c'est incroyable la vie qu'on peut mener en fait. Déjà pour plein de raisons, parce que déjà, si tu pars dans un pays où le coût de la vie est un peu moins cher qu'en France, automatiquement tu vis mieux. Ça c'est logique, hein. Mais ouais, puis le fait de rencontrer des locaux, des expatriés qui font plus ou moins la même chose que toi, donc tu te fais des nouveaux potes. Aussi pour développer une nouvelle langue, etc. C'est hyper enrichissant, quoi. Et ouais, voilà, ça m'a permis de vraiment me motiver là-dessus, quoi. Donc c'est arrivé en fait avec le temps. C'est pas arrivé, pour répondre à ta question, c'est pas arrivé dès le départ en mode je veux être digital nomade. C'est arrivé en fait avec ce premier voyage où je me suis dit en fait je peux l'être. Plusieurs et cette vie me fait vibrer. Ouais, voilà, exactement. Plusieurs expériences t'ont amené à cette évidence. En fait. Exactement. Okay. Et en fait, il y a aussi un truc qui m'est venu à l'esprit, c'est que le fait d'être à mon compte et de ne pas être vraiment impacté par un décalage horaire, je me suis dit mais à quoi bon rester en France, là où la vie elle est chère, là où je suis coincé dans les bouchons, etc. Enfin, j'étais à Lyon, c'est une belle ville, mais je veux dire, c'est toujours pareil, quoi. Genre, je découvre rien de plus au bout d'un moment et je m'étais dit, en vrai, c'est maintenant ou jamais que je peux vivre ma vie, faire plein de voyages. Et peut-être qu'à 40 ans, j'aurais fait, je sais pas, 40 pays, je dis n'importe quoi, et ça sera trop bien, j'aurais une vie vachement épanouie. Donc, ouais. Tu peux dire aujourd'hui que tu vis de ton nouveau business ? Ah oui, très clairement. Oui, ça fait 5 ans que j'en vis. Ok. Ouais. Selon toi, Dimitri, est-ce que si tu étais resté en France, tu aurais eu ce même succès, tu aurais eu cette même ouverture d'esprit ou pas ? Alors, ouverture d'esprit, impossible. C'est le monde qui t'apporte ton ouverture d'esprit. Hein. Vous avez entendu. Hein. Ouais, c'est obligatoire, ça. Après, sur le business, c'est dur à dire parce qu'en fait, le fait de voyager, d'être dans des pays qui te stimulent, très clairement, avec un mode de vie qui est quand même vachement adapté, focus sur toi-même, ouais, voilà. Te stimule. Exactement. Et automatiquement, tu es plus productif. Hein. Si je prends l'exemple de ma vie dernièrement, j'étais à Bali. Le quotidien que j'avais à Bali, je veux dire, j'ai jamais été autant productif de ma vie qu'en étant là-bas. Enfin, il y a tellement de services autour de toi qui peuvent t'aider à te focus sur ton business. Tu es dans un cadre de vie qui est incroyable, tu as un réseau de nomades qui est incroyable. Donc automatiquement, en fait, tu es épanoui au quotidien et en fait, ça te tire vers l'eau. Et tu es ton entouré business, de personnes qui parlent ta langue. Donc tu dirais que le réseau aussi et l'entourage est porteur, c'est ça ? T'as aidé Ouais, alors moi, ça peut être les deux parce que par exemple, ici à Kuala Lumpur, je connais très peu de monde. Mais la solitude, c'est pas un truc qui me dérange trop parce que je peux me focus sur mon travail, etc. Et là-dessus, il n'y a pas trop de soucis, mais j'avoue que de temps en temps, quand tu fais un stop dans un endroit où tu rencontres des nouvelles personnes, t'élargis ton réseau de digital nomades ou même de simples voyageurs, peu importe, et c'est là où tu fais des belles rencontres et ça te tire vers le haut. Il y a toujours une rencontre qui va te tirer vers le haut, tout le temps. Pour te donner un petit peu du contexte, il y a quelques mois, on ne connaissait pas Dimitri, on est tombé sur ses vidéos. Alors déjà, bon boulot, tu es bien référencé en termes de sur l'Asie parce qu'on cherche à s'expatrier, donc un deuxième pays qui pourrait nous accueillir. On est tombé sur tes vidéos, on a énormément aimé ton contenu, ton authenticité, ton côté naturel, spontané. Donc voilà comment on s'est rencontrés. Un petit message sur TikTok, c'est ça. Exactement. Il nous a dit grave, c'est parti. Et voilà comment on se retrouve. Donc c'est aussi la magie. C'est la preuve même de ce que je dis. Hein, c'est ça. Tu as répondu en grande partie à la question de qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement dans ta vie. Je peux le résumer, en vrai, ça a été réseau, stimulé par tout ce qui m'entoure et du coup meilleur dans mon travail. Ça, très clairement. Il y a peu de gens qui le... Je ne sais pas si mes clients s'en rendent vraiment compte, mais le fait de voyager comme ça, d'avoir un tel quotidien, une telle routine, en fait, tu es forcément meilleur dans ce que tu fais. Tu n'as pas la flemme de bosser quoi que ce soit, tu es plutôt content et voilà, ça te tire vachement. Tu l'as dit, tu es tiré vers le haut. Quoi. Tu vois les autres qui sont disciplinés, qui vont, qui travaillent, donc tu te dis, allez, je vais faire pareil. C'est exactement sur la santé aussi. En vrai, c'est un point qu'on a tendance à oublier, mais que ce soit la santé mentale, parce que tu es dans des endroits assez paradisiaques, on va pas se mentir. Après, ça dépend de où tu vas, mais... Enfin, je veux dire, de pouvoir être dans des endroits où tu as la plage pas trop loin. C'est pas le cas ici pour le coup, mais ici on a une super ville avec quand même des jolis parcs, avec etc. Avec une nourriture incroyable. Exactement. Ça c'est clair. Tu es d'accord avec nous que entre un bureau et un mur blanc et un bureau avec une vue comme ça, ou Bali, ou la plage, et puis le fait de changer, moi je sais que j'avoue, exactement, je bouge pas mal et le fait de changer, d'être immergé tous les 2-3 mois dans une nouvelle culture, un nouveau pays, une nouvelle ville, c'est hyper épanouissant, tu vois. Enfin, je prends vraiment du plaisir à changer à chaque fois. Donc l'aspect santé ultra important, enfin mental, et aussi sur le corps, le physique, etc. Le fait de pouvoir être dans des endroits où tu peux avoir du temps, te libérer du temps sur toi,
tu vas pouvoir faire ton sport, tu vas pouvoir aller te faire masser. Enfin, il y a plein de trucs, notamment en Asie, qui sont pas possibles en France parce que c'est soit trop cher, soit c'est introuvable. C'est ça. Mais si je prends ma routine à Bali, le matin c'était gym, sauna, ice bath, etc. Enfin, des trucs que j'aurais jamais expérimenté en France, ou alors, à moins d'être millionnaire, tu vois. Mais genre, c'est sûr, je l'aurais pas fait en France, tu vois. Donc ça là-dessus, c'est vraiment cool. Ah ouais, on est bien d'accord là-dessus, hein. C'est ce qu'on s'est dit, et encore plus en Asie, parce que c'est vrai que tu as des endroits paradisiaques qui sont vraiment pas chers, et tu peux avoir une qualité de vie. C'est une prestation. Exactement. 3 étoiles. Ouais, au moins. Au moins, ouais, non, très clairement. Ouais. On va passer à la question suivante. Comment as-tu choisi donc du coup ce business-là? Ça a été quoi tes critères pour te dire ok c'est ce business et pas tous les autres qui existent? À vrai dire, moi je sors d'une formation d'un master en école de communication, donc j'avais un peu touché tout l'univers de la communication au sens large du terme. J'avais fait que ce soit le print, que ce soit en agence, que ce soit plus axé réseaux sociaux, voilà. Et en fait, mon dernier stage que j'ai fait, j'ai travaillé pour un influenceur fitness assez connu en France. Je ne vais pas citer le nom, mais ça m'a ouvert les yeux. Je travaillais beaucoup avec sa communauté, etc. Et j'avais pris plaisir à faire ça, tu vois. Okay. Et ensuite, j'ai eu mon premier emploi à Lyon, qui était responsable communication dans une petite boîte à l'est lyonnais qui faisait tout ce qui est traiteur, plateau repas, etc. Okay. Petite entreprise familiale, rien d'incroyable, mais je touchais à tout. Je faisais les flyers, je faisais les réseaux sociaux, je faisais les newsletters. Donc en fait, le fait de toucher à tout, j'ai dû me former un peu sur tout. Et en parallèle, en fait, j'avais déjà créé ma micro-entreprise et petit à petit, j'ai eu 1 puis 2 clients pour arrondir un peu les fins de mois, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas forcément de quelqu'un au-dessus de moi pour être productif et j'ai même tendance à dire que j'aime pas l'autorité. Je préfère faire les trucs dans mon coin et je les fais bien et quand on me saoule pas, ça se passe très bien. Donc voilà, ça c'était un autre truc aussi. Pas trop autoritaire avec toi-même? Avec moi-même, je le suis beaucoup. Mais c'est pour ça que j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un en plus. Je me suffis suffisamment. Et c'est vrai qu'après, avec les confinements, c'est là où je me suis dit en fait, je peux pas continuer d'avoir le même train de vie, de me lever tôt le matin, de me taper les bouchons, d'être enfermé au bureau alors que je pourrais bosser de n'importe où. Voilà, c'est un peu. Tu vois, c'est un peu évolué dans ma tête de ce côté-là et c'est là où je me suis dit bon, il faut que je fasse un truc avec ma vie et je peux au moins essayer de me lancer à mon compte dans le community management, social media, parce que je le faisais beaucoup dans mon CDI et je voyais que ça me plaisait, je voyais qu'il y avait potentiellement une brèche en fait par rapport aux clients avec qui j'avais pas mal échangé là-dessus, donc voilà. De fil en aiguille en fait ça s'est fait et puis voilà. Tu pourrais expliquer en 2 phrases concrètement ce que c'est ton job en fait et où est ta zone de génie là-dedans? En fait, ça pourrait intéresser. Si on peut, ouais, exactement. Le social media, moi je gère beaucoup des stratégies de réseaux sociaux. On va prendre un exemple, admettons que tu es un de mes clients, tu me dis voilà, nous on a une entreprise de prêt-à-porter, je dis n'importe quoi. On ne communique pas encore sur les réseaux sociaux, si on le fait mal, ou du moins on ne sait pas le faire. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Donc moi je vais étudier sur quels réseaux sociaux on doit se lancer, quel type de contenu on doit publier, pourquoi, comment on doit interagir avec notre audience, quel tone of voice on utilise, donc de quelle façon on communique, tu vois, pour avoir vraiment une identité à part entière. Et je suis aussi content creator, donc pour la plupart des entreprises avec qui je travaille, je crée aussi le contenu derrière. Donc voilà, que ce soit la rédaction des wordings, que ce soit les visuels, parfois je les fais aussi. Voilà, c'est vraiment un package. Et en fait, là où je suis, je pense, utile pour les entreprises, moi je travaille énormément avec des startups, ou du moins des entreprises qui se disent startups, parce qu'en fait, je suis vraiment à l'aise avec plein de logiciels différents. Donc, quand ils travaillent avec moi, c'est vraiment du clé en main. C'est-à-dire que je leur dis ok, il va falloir faire ça, vous inquiétez pas, s'il faut rentrer en contact avec telle ou telle personne de votre équipe, je peux le faire. C'est vraiment, moi je vise vraiment le clé en main, je veux que mes clients ils n'aient pas à me courir après. Donc voilà, c'est pour ça que je mets bien en avant le fait que j'utilise plein de logiciels, que je sais rentrer en contact avec plein de gens, que je suis vraiment très autonome. Je pense que l'autonomie c'est un des trucs les plus importants quand j'essaie de vendre une presta. C'est vraiment de focus là-dessus et vraiment leur dire moi je suis autonome, vous n'avez pas à me courir après à vérifier mon travail toutes les 5 minutes. Il y a un calendrier, tout est clair. Cherche ça, quoi. Exactement. Et adaptable aussi. Ouais. Exactement. Donc ça m'a beaucoup aidé. Après de fil en aiguille, j'ai quand même travaillé avec des beaux clients, donc j'ai un CV qui je pense attire maintenant. Donc ça me permet aussi d'avoir d'autres contrats par la suite. Après, à terme, est-ce que je ferai ça toute ma vie? Je ne pense pas. Il y a d'autres projets qui arriveront, qui sont en train d'être mis en place.
Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui me permet de vivre et de voyager surtout. Donc, Top. l'objectif numéro 1 était atteint. Coché. Exactement. Tu aurais justement, pour revenir en fait à ce moment où tu t'es lancé, où tu as osé, parce qu'il faut du courage dans ces moments-là, beaucoup, tu ouais. as commencé à vivre cette vie-là. Tu aurais un conseil pour ceux qui hésitent encore ou qui veulent se lancer? Ouais, Toi, ouais. il y a 3-4 ans. Je pense que le premier truc, c'est déjà de croire en soi. Ça, c'est le premier truc. Parce que en fait, des fois, quand on se lance, on a plein de doutes, on a le syndrome de l'imposteur. On est persuadé que tout ce qu'on fait, c'est pas bien, alors que moi, je parle des fois, il y a pas mal de gens qui me disent « Ouais, j'aimerais bien faire comme toi, mais j'hésite, etc. » Et ces gens-là, ils travaillent en agence la plupart du temps. En agence, ils côtoient des gros clients toute la journée, ils savent très bien les gérer. Ils ont le profil parfait pour être, par exemple, freelance, tu vois. Donc je leur dis, mais en fait, si ça se trouve, tu es 100 fois meilleur que moi, tu vois, c'est juste que tu t'es pas lancé, etc. Alors, je pense que le plus important, c'est de se prévoir 1 an à peu près, donc une année où on n'est pas en galère d'argent ou quoi que ce soit. Donc, moi, par exemple, au moment du confinement, etc., j'ai rendu l'appart à Lyon, je suis rentré chez mes parents, j'ai pas honte de le dire. Je me suis dit, il me faut 1 an à moindre frais. Sinon, parce que, bah voilà, il faut se lancer, on gagne pas forcément d'argent au début. Donc il faut vraiment, il y a des décisions radicales qu'il faut prendre au début quand on commence, et ça, c'est obligatoire. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est un exemple, et en fait, ça m'a permis de creuser, de développer mon offre sans avoir le stress de « Ah, il y a le loyer à payer, etc. » Non, parce que c'est horrible, il y a plein de gens qui… Absolument. En fait, il y a pas mal de gens, et je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître dans ce moment-là, c'est dans ce que je veux dire. En fait, il y en a beaucoup qui commencent à se lancer et qui ne voient pas les rentrées d'argent tout de suite. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Stress. Ok, il faut que je retrouve un boulot. Et en fait, c'est fini. Genre, leur rêve, il s'est achevé à ce moment-là, tu vois. Donc en fait, il faut vraiment se dire, je prévois 1 an, 1 an et demi, moindre frais, tant pis si c'est un peu chiant, et je tryhard vraiment sur ce que je veux faire, ce que je veux créer. Et c'est là, petit à petit, où les résultats viennent. Moi, je sais que ça est arrivé au bout de 7-8 mois quand même. Hein. J'estime qu'il faut 1 an pour vraiment commencer à vivre de être quand on est indépendant de son travail. Tu vois. Moi, c'est globalement comme ça que je l'ai estimé en termes de temps, c'était 1 an. Okay. Donc, voilà. C'est le principal conseil, les principaux conseils que je peux donner là-dessus. Super conseil et vraiment, et on le partage à 1000%. Et c'est ce qu'on dit souvent sur cette chaîne, c'est la nouveauté fait peur en fait. Quoi qu'il arrive, l'humain et avec notre cerveau qui date de la préhistoire, c'est ça, il va avoir peur de ça. Ouais. Mais le tout c'est d'y aller quand même. En fait, tu prends ta peur sous le bras et tu y vas quand même. Et on a un joli pareil pour les voyages. Hein. Exactement. Tout est pareil. On a un joli exemple devant nous et c'est top qu'on puisse partager ça avec toi. Avec plaisir, ouais. Si ça peut en aider plus d'un. Ouais, ça c'est certain. C'est l'objectif aussi. Du coup, pareil, tu as répondu un petit peu, mais ce serait quoi pour toi vraiment la clé pour réussir à vivre de son business en ligne et vraiment d'être digital nomade? Se spécialiser. Ça c'est un truc ultra important. Pareil, je vais prendre mon expérience pour un peu expliquer les erreurs que j'ai fait au début. En gros, quand je me suis lancé au tout début, j'étais un peu couteau suisse. Et au final, le fait d'être couteau suisse, c'est pas… Alors ça t'aide au début à avoir tes premiers clients parce que tu as un tarif plus bas, tu sais potentiellement tout faire. Ça peut t'éparpiller. Ouais. Alors moi, ça m'a permis d'avoir mes premiers clients, donc je vais pas non plus dire « Ah, c'est horrible de faire ça ». Moi, ça m'a aidé. Oui, puis ça t'aide à avoir aussi, de savoir comment tu peux un peu tout gérer. Exactement. C'est important tu touches un peu tout, tu vois là où tu es meilleur, là où tu es moins bon, tu aussi te formes à certains trucs. Donc ça c'est positif. Le négatif c'est que souvent tu n'es pas assez payé par rapport à tout ce que tu fais et tu travailles avec des clients qui n'ont pas trop de budget, hein, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Mais une fois que tu en as fait 2, 3, tu commences à trouver, je trouve que moi c'est comme ça que j'ai commencé à trouver déjà la typologie des clients avec qui je veux travailler, tu vois. Il y en a typiquement, je peux donner un autre exemple, les associations etc, ils n'ont pas de budget. Ils t'en demandent toujours trop, etc. Désolé pour les associations, mais moi, de mon expérience, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je sais que par exemple, il y avait pas mal de secteurs d'entreprise, de types d'entreprise, de types de structures. C'était out dès le départ, il ne fallait pas que je perde trop d'énergie là-dedans. Et après, quand j'ai commencé à comprendre que l'univers des startups, que j'avais vraiment un profil qui s'adaptait parfaitement, parce que je savais que je me rendais compte que les gens étaient contents de mon travail, parce que j'étais super autonome, parce que je prenais des initiatives, et ça leur a vraiment plu. Donc ouais, le conseil, c'est vraiment de devenir expert dans un secteur précis. Et moi, par exemple, ça a été social media principalement destiné aux startups. Okay. Et c'est en fait, et après c'est un peu l'effet boule de neige, c'est-à-dire que
tu récupères un client dans le milieu des startups, 2, 3, 4, après tu as ton CV qui évolue, et après c'est les autres clients du même secteur, ils voient que tu as fait ça, que tu as bossé. Le même type de clients. Exactement, et en fait tu t'es spécialisé dans un secteur précis presque sans t'en rendre compte, c'est juste que ça s'est fait intuitivement. Alors là où il y a moi quand j'ai commencé, voilà, je touchais un peu à tout, après il y a des gens qui ont vraiment une spécialisation déjà de base parce qu'ils ont peut-être travaillé en agence, parce qu'ils ont peut-être fait un boulot pendant plusieurs années. Donc là il ne faut pas hésiter à direct continuer sur cette spécialisation et à se vendre sur la spécialisation en question, tu vois. Parce qu'ils sont experts dans un domaine et en fait les clients, ce qu'on appelle les clients high ticket, ils vont plutôt chercher des gens qui sont experts dans un truc très précis et ils seront prêts à les payer un certain prix plutôt que quelqu'un qui va faire tout et n'importe quoi. C'est un peu l'exemple comme on donne à chaque fois, que tu as dû entendre peut-être aussi, c'est quand tu as un problème de cœur, tu vas pas avoir un médecin généraliste, tu vas avoir un cardiologue. Exactement. C'est vraiment c'est un bel exemple ça. Ouais, c'est vraiment ça complètement que tu conseilles et c'est un super conseil. Et aussi d'analyser après les clients avec qui tu as envie de travailler, c'est hyper important. Et ça c'est du luxe. Hein. Ça y est, je peux enfin trier et ça vaut tout l'or du monde et ça te permet d'être encore meilleur dans ce que tu fais parce que exactement ça. Quand tu travailles avec un client et qui t'a pas trop envie de bosser, ah oui non c'est pas très motivé, pas, en fait. non. Ça te motive pas, donc très bon conseil. Ça te fait une mauvaise pub aussi, donc c'est ça se ressent. Il y a une réalité, c'est que ça se ressent toujours. Après c'est aussi utiliser la loi de Pareto et analyser le 20% de tes clients. Qui te rapportent 80, mais non, c'est complètement... On aime bien sur cette chaîne te montrer des jolies vues, comme celle de derrière Dimitri, mais on aime bien aussi parler de la réalité en fait, de ce mode de vie-là, de digital nomade, parce qu'il y a une sacrée réalité et tu nous as partagé que tu aimais bien aussi montrer cette réalité-là. Tu peux nous partager justement tes plus grandes difficultés au début de ton aventure entrepreneuriale. Peut-être même encore. Ou même encore, exactement. Et surtout, comment tu les as surmontées par rapport vraiment à ce mode-là de vie. Ouais, carrément. Il y en a eu plusieurs, honnêtement. Je pense que le plus dur quand tu es digital nomade, c'est d'accepter la solitude. Attention, ça ne veut pas dire que tu es tout le temps seul, etc. Mais à titre perso, maintenant, ça fait plusieurs années que je voyage seul. Je me considère comme un loup solitaire, donc je supporte très bien la solitude, je sais m'occuper tout seul, je fais ma petite routine, etc. Mais c'est vrai que quand tu pars dans un pays qui est loin de la France, enfin loin du tien en l'occurrence au début, tu te sens un peu perdu, t'as pas d'entourage, t'as plus de famille, plus d'amis, il faut tout. Il faut recréer ton réseau, il faut recréer ta routine aussi, parce qu'arriver dans un nouveau pays, une nouvelle ville, quand tu poses ta valise, il y a toujours ce moment où tu te dis « waouh, ça y est », et franchement je vais être sincère, ça fait bientôt 4 ans que je voyage. Quand je suis arrivé ici à Kuala Lumpur, les premières 24 heures, et j'étais triste. Triste pourquoi ? Parce que je revenais de Bali. J'ai passé 2 mois à Bali, constamment stimulé. Il y avait des potes de partout, le réseau incroyable, la plage, un mode de vie incroyable. Et là, exactement. Et je suis arrivé à Kuala Lumpur, il faisait nuit, tu vois, j'ai posé ma valise dans un grand appart solo, je connaissais personne. Et là, je me suis dit, on recommence. Tu vois, et il faut accepter de dire on recommence. Donc qu'est-ce que ça veut dire on recommence ? Ça veut dire ok, je me prends une journée, je vais faire du repérage, comment je peux mettre en place ma routine, où c'est quelle est la salle de sport, où c'est que je vais pouvoir me balader, où c'est que je vais pouvoir manger, où c'est que je vais pouvoir faire mes courses. Toute cette routine, et ça pour moi c'est déterminant, il faut le faire dès qu'on arrive. Il faut vraiment directement repérer tout ce qu'on veut faire et comment on va avoir notre routine sur la semaine, au moins mentalement tu vois plutôt bien. Voilà, exactement. Mais tu poses le cadre, quoi. C'est vraiment ultra important, ça c'est un gros conseil que je donne parce que ça peut être très très dur dès le départ. Après il y a plein d'astuces et de trucs à mettre en place pour se faire un réseau. Il y a des groupes Facebook, c'est pas très dur. Pour ceux qui sont célibataires, mine de rien, Tinder ça aide, c'est la réalité. Il y a quoi d'autre encore ? Tu peux aller sur des sites comme, moi j'aime bien nomadlist.com, j'ai un membership dessus et en fait tu sélectionnes tous tes voyages que tu vas faire et en fait tu vois tous les digital nomades qui sont dans le pays actuellement. Alors souvent c'est des anglophones, mais si tu parles couramment anglais c'est plus un problème, quoi. Donc ça te permet d'avoir un petit réseau et en vrai ça arrive très vite. Par exemple la première semaine où je suis arrivé ici à Kuala Lumpur, j'étais en train de vlogger avec la petite caméra, tu vois. Et il y a un mec qui arrive, qui me court après et il me dit « j'ai la même caméra que toi, je suis youtubeur aussi ». Et c'était un Allemand qui fait des 50K sur YouTube, tu vois. Et on est devenus potes et on est allé au resto la semaine dernière ensemble et tout. Donc voilà, tu vois, je me suis fait un pote comme ça. C'est vrai que ça crée du lien plus facilement. Ouais. En fait, des personnes à l'étranger, tu vas plus facilement parler à quelqu'un. Par exemple, ce youtubeur-là, peut-être que s'il était français, que tu étais en France, non, on ne se serait pas parlé, on ne se serait jamais parlé.
On s'est vachement rendu compte de Pareil ça là, à hein, cette l'étranger. facilité, ok, Ouais. un petit oui. message, on se connaît même Ouais. pas, ok, vas-y, let's go, et on se Très retrouve clairement, ici. ouais. Mais parce qu'on sait que je pense qu'on parle le même Je langage pense. et comme tu dis, ça crée du lien. Tu as envie de rencontrer aussi d'autres Complètement, personnes. quoi. ouais, complètement. C'est épanouissant, donc ouais, clairement. Et quand tu as parlé justement de solitude, c'est quoi ta définition à toi de la solitude? C'est vrai que ma limite, elle est assez loin, moi, hein, en termes de solitude. Moi, je peux m'enfermer seul une semaine, je vais pas ça ira très bien. Disons, je pense qu'en fait, c'est plutôt au niveau de la famille et des amis Ok. que ça peut Ok. être réellement dur. En fait, le fait d'être digital nomade et de voyager constamment, des fois, tu parles à personne pendant plusieurs jours. Tu vois. Alors, tu vas avoir des interactions classiques du quotidien, genre t'achètes ton café, etc. Donc, tu vas automatiquement parler à quelqu'un, on n'est pas des robots. Est-ce que c'est vraiment des échanges? Mais voilà, c'est du basique, quoi. Ouais. Et après, en fait, est-ce que tu as quelqu'un à qui te confier? Enfin, alors, bien entendu, on a WhatsApp, etc. Il y a toujours la famille, les amis qui sont jamais loin, mais c'est pas un contact physique, tu vois. Ouais. Genre, des fois, en fait, tu as juste envie de trucs spontanés, genre, ah tiens, qu'est-ce que tu fais ce soir? Viens, on va boire un verre, viens, on va au resto, viens, on va se faire un billard, etc. Donc, ça, je trouve que c'est, moi, la solitude, elle est plus là-dedans. Ok. Et je sais que de tous les voyages que j'ai fait, il y a un endroit où j'ai réellement, j'étais pas bien parce que je commençais à être seul. C'était quand j'étais à Budapest. J'y suis allé à un moment où il faisait encore trop froid, donc on va dire que tu étais un peu obligé d'être enfermé. J'avais un petit appartement, pas très lumineux, etc. Donc ça a aussi joué sur mon humeur. Et j'ai pas réussi à me faire un réseau là-bas, sûrement parce que je m'y suis mal pris, hein, je pense. Mais je suis resté quasi 2 mois et demi, et sur la fin, j'étais... c'était Netflix à fond, quoi. Heureusement qu'il y avait En Netflix. PLS, quoi. Ouais, j'étais vraiment seul. Et là, je me suis dit, ok, ça doit pas être facile. Si même moi, je suis dans une situation où je me sens seul, c'est qu'il y en a plein qui auraient été mal, quoi. Donc, vraiment ultra important, toujours aller vers les gens, constamment. Ça, il faut vraiment, même si on est timide de base ou quoi que ce soit, faut pas hésiter à aller vers les gens, faut aller sur les groupes Facebook, Dans les coworking aussi. Coworking, ça peut être ultra utile. Bah voilà, bon exemple, à Budapest, je suis allé dans un coworking, il n'était pas très cher, mais du coup, il n'y avait personne dedans. Échec. Bon choix. Échec, voilà. Donc, mais oui, les coworking, c'est un très très bon exemple. Moi, je sais qu'à Hanoï, je me suis fait un pote dans un coworking. Ça m'est arrivé dans d'autres Ah endroits. ouais, donc... quand même, parce que bon, moi, quand j'y vais, c'est pour bosser, quoi. Bah, en fait, tu sais, il y a plein de petites interactions qui sont faciles. Enfin, genre, typiquement à Hanoï, j'étais dans un coworking, je trouvais les chaises horribles. Et je commençais à rager sur les chaises, et le mec à côté de moi il me fait ouais c'est vrai qu'elles sont horribles, et au final oui. c'était un croate, on s'est marié sur les chaises du début jusqu'à la fin, on disait ouais elles sont horribles, etc. On est devenus potes quoi. Ouais. Et donc des fois il y a des simples interactions Mais du bien quotidien et qui font que au fait tu fais quoi Ça ce soir, rapproche. etc. Et ça y est c'est fait quoi. Ouais. Mais après, et ça c'est un conseil que je peux donner, c'est que globalement, faut pas avoir peur d'aller, comme je dis, vers les gens. Et par exemple à Bali, il y a beaucoup de gens qui ont des comptes Insta, tu vois, avec beaucoup d'abonnés, etc. Faut pas hésiter à les DM, envoyer un message direct, parce que moi, ça m'a permis de rencontrer plein de gens en simplement envoyant, tu vois, vraiment la bouteille à la mer, tu vois, c'est pareil. Genre j'ai envoyé un message, ouais salut, en fait je suis à Bali, je crée du contenu, etc. J'aimerais bien te rencontrer. Et franchement, ils m'ont tous dit, ok vas-y viens on se voit pour un caf, et je suis devenu des potes derrière. Mais c'est vrai que c'est hyper puissant. On s'en est rendu compte, alors nous, on est plus basé au Costa Rica d'habitude. Et on a rencontré plein de personnes qui nous ont contactés via YouTube, qui nous ont envoyé un message et qui sont la devenus preuve, des amis derrière. Ouais, quoi. ouais. Bah, la preuve avec vous, là, oui. j'aurais pu citer Marc aussi, etc. En vrai, le fait d'être sur YouTube, moi, ça me ramène de plus en plus, logiquement, de vues et des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt, la même passion du voyage. Les Donc, mêmes en fait, valeurs, à force, Ouais. donc voilà. Et du coup, tu dirais que c'est quoi ta destination préférée? C'est un petit peu Waouh, difficile. Est-ce que t'en as hein. une c'est dur. Qui sort du lot. Ouais, je peux vous faire un top 3. Ouais. J'arriverai pas à en sortir qu'une C'est seule. pas mal. Et t'es pas obligé en plus que ce soit forcément. Alors, non. j'ai vu pour l'instant que 12% du monde. J'ai une app, hein, je vérifie à chaque fois. C'est pas beaucoup. Génial. J'ai beaucoup de pays à faire encore, mais j'ai quand même pas mal voyagé, mine de rien. Si je vais lister 3 villes qui m'ont pour l'instant marqué. Après, il y en a tellement d'autres qui vont arriver par la suite que ça se trouve dans un an, ce classement elle sera complètement revu. Je dirais que alors peu importe l'ordre, dans le désordre. Ouais. Puerto Escondido au Mexique, ça a été un endroit coup de cœur, incroyable. Ouais, c'est ce que tu veux beaucoup, parler. une belle communauté, un mode de vie que j'ai adoré. Tu le situes où? Pour ceux qui ne savent pas. Alors Puerto Escondido, c'est sur la côte pacifique du Mexique, pas très loin de la ville de Oaxaca. Pas très loin, ouais, C'est une petite 3 ville. C'est une petite ville à la base portuaire. En fait, à la base, c'est un village de pêcheurs qui a été pris d'assaut par les vilains digital nomades. En souvent partie, le cas. c'est souvent le cas. Mais du coup, il y a ce mix entre petites villes de pêcheurs, etc. Taille humaine. Ouais, c'est vraiment à taille humaine. C'est safe.
faut pas oublier que le Mexique, c'est pas toujours ultra safe de partout. Là, à Puerto Escondido, il se passe pas grand-chose. Il y a des super soirées, tu danses les pieds dans le sable. La plage est sympa pour ceux qui surfent. Je ne surfe pas, je sais, mais genre pour ceux qui surfent, c'est le paradis. Il y a plein de petits restaurants super sympas. Il y a des guest houses qui sont très sympas. Donc ça, Puerto Escondido, la base. Et j'adore la culture mexicaine. Donc pour moi, c'était tout réuni. Koh Phangan, Thaïlande. Coup de cœur. Incroyable. Petite île, mais pas de trafic. Tu te balades sur ton scoot, c'est magnifique. Tous les soirs, j'entrais coucher de soleil sur la plage où tu peux marcher pendant des kilomètres, tu sais, à pied. Incroyable, parce que l'effet sur mon... l'effet sunset est puissant. Ouais, surtout sortir du coworking, j'avais allé dans un super coworking. Tous les soirs, je rentrais, j'avais le sunset en face de moi. Limite, j'avais une larme, tu vois, c'était magnifique. Food thaï, nourriture thaï, etc. Donc ça, incroyable aussi. Donc Koh Phangan, ouais, vraiment... Pas petit, justement, cette île? Si, c'est assez limite. Genre, si tu veux par exemple acheter du matériel, etc., notamment électronique, c'est l'enfer. Il faut aller à Bangkok, mais tu as tellement de vols pour aller jusqu'à Bangkok, etc., qu'en fait, c'est très facile de. Enfin, il faut quand même passer par Koh Samui, je tiens à préciser. Il n'y a pas d'aéroport à Koh. C'est bateau. Mais bon, c'est 30 minutes de bateau, même pas. Donc, non, en vrai, ça vaut vraiment le détour pour moi. Koh Phangan, c'est magnifique. Après, j'ai pas fait toutes les îles de Thaïlande encore. Et la troisième, qu'est-ce que... Bali. Bali, ouais, Bali obligatoire. Bali, Bali. C'est incroyable parce qu'avant d'y aller, Bali, t'as vraiment les gens qui disent je déteste Bali, c'est surfait, etc. Et t'as les gens qui disent c'est ma maison, c'est incroyable. Et avant d'y aller, j'étais vraiment... j'avais vraiment le doute là-dessus, tu vois. Et c'est vrai qu'après 2 mois, en fait, même en une journée, cette fameuse journée où tu sais, je fais mon repérage, etc. Je marchais et tout à Pererenan, là où j'ai ma guest house à Bali, et en une journée, j'ai compris pourquoi les gens restaient ici et vivaient ici. J'ai fait OK. Tu peux nous partager pourquoi aussi, ouais. Pardon. Ouest de Canggu, donc ça s'appelle Pererenan, donc les rizières sont pas très loin, t'es en dehors du trafic, magnifique, etc. Donc très joli, très sympa, super communauté sur place, donc beaucoup d'Australiens, d'Européens, donc non, c'était incroyable. J'ai déjà réservé pour l'an prochain, c'est déjà... C'est plié. Ouais, c'est plié. C'est une bonne vibes, quoi. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait comprendre que, j'ai compris pourquoi ils sont là? En fait, à Bali, après c'est le cas dans d'autres endroits, mais Bali c'est particulièrement visible. Ouais, en fait, tu as tellement... Un simple café est adapté pour que tu viennes avec ton ordinateur. L'ambiance, l'accueil des locaux, les locaux sont adorables, ils te voient, ils sont refaits, machin. Donc, est-ce que c'est lié à l'argent peut-être, mais en tout cas c'est assez incroyable. Donc plein d'endroits où bosser, des guest house. Je trouve que pour le prix que tu payes, genre, ils viennent faire ta chambre tous les jours si tu veux. T'as la piscine à côté, c'est vraiment, en plus, le style balinais, c'est vraiment, tu vois, la déco, elle est un peu sympa, enfin tu te sens bien. Beau. C'est pas comme l'appart que j'ai, encore que celui-là ça va, mais par exemple quand j'étais au Vietnam, tu sais, les murs blancs, les vieux meubles. Ouais, exactement, t'es là un peu, ça manque d'une plante, tu vois. Ouais. Non, à Bali, c'est vraiment, c'est lumineux, il y a des belles couleurs, tu vois, il y a de la... Ouais, non, ça change beaucoup aussi sur ton quotidien. Donc ouais, les cafés pour bosser, les services qu'il y a. À Bali, tu peux te faire livrer ton café pour 2 €. Donc en fait, ça dépend dans quel mood tu te mets, mais si tu es vraiment dans un mood où tu te dis j'ai envie de me focus sur moi, soit sur mon travail, mes projets, mais ça peut être aussi des projets perso. Je sais pas, si par exemple quelqu'un qui est guitariste qui se dit il faut que je fasse 4 heures de guitare par jour, c'est vachement possible à Bali parce que tu as tellement de services autour que tu peux optimiser ton temps. Tu optimises tellement ton temps à Bali, c'est incroyable. Enfin, tu peux ne jamais faire à manger à Bali, c'est vraiment facile parce qu'en fait tu as aussi un tel éventail de restaurants. Genre c'est incroyable. Pour des prix très abordables. Mais pour des prix ouais, vraiment, tu peux manger très propre pour 5 € à Bali, tu vois. Genre propre, genre vraiment un saumon avec des haricots verts, tu vois. Et le resto que j'avais en face de ma guest house, t'avais une liste. C'est pas le Costa Rica. Non, mais c'est pas non plus Kuala Lumpur, tu vois, la Malaisie, mais genre t'as ta liste et tu peux choisir tous tes légumes, tes types de viande, tes types de glucides, etc. Et tu coches et t'as ton assiette après. Ouais. Et je m'en souviens, j'avais envoyé une photo à ma mère, j'avais dit regarde, c'est comme à la maison, tu vois, genre j'ai mes patates douces avec mon poulet et mes haricots verts, genre c'était... Donc ça pour moi c'est ce qui rend Bali assez unique, c'est tout ce confort que tu as. Alors c'est peut-être un peu trop occidentalisé pour certains et je l'entends très bien. Mais pour moi, je pense que Bali, c'est vraiment un endroit où tu peux rester 6 mois dans l'année, c'est un peu ta maison, tu vois. Parce qu'en fait, tu peux faire ta base, quoi. Complètement. Tu pourrais, toi, faire ta base là-bas. Je suis en train de réfléchir. Ok. Ouais, là, t'es en train, justement, t'en as une de base ou Justement, j'ai pas de base actuellement. Moi, je dépends encore du régime fiscal français.
pas forcément avantageux. Ouais. Donc ouais, là je suis réellement en train On va en de... parler si tu veux. Je suis en train de creuser là-dessus parce que moi j'ai aucune envie de rentrer en France. Ah bon? Ouais, non, moi c'est fini. Je suis beaucoup plus... Peut-être que je changerai d'avis dans 20 ans, mais moi être loin de la France ça me va très bien. Alors certes mes amis parfois ils me manquent, parfois ils viennent. Mais ils viennent, oui, c'est ça. Donc puis c'est plutôt cool de venir à Bali ou je ne sais où en Thaïlande. Donc voilà, non, moi en vrai j'ai aucune envie de rentrer en France. Je veux vraiment établir une base quelque part. Mon but Côté Asie ou... eh ben, à voir, j'aime beaucoup aussi, moi j'avais adoré le Mexique, donc j'ai beaucoup d'endroits à découvrir en Amérique du Sud notamment, que je ferai dans les prochaines années. Ouais, ça aurait pu être, tu vois, 6 mois à Bali par exemple, et 6 mois à voyager. Au moins j'ai une base quelque part. Bon plan. Ouais, au moins, tu vois, il y a un endroit que je peux appeler ma maison, je peux Ouais. poser des C'est important, affaires, ouais. ce qui devient critique Ouais. parfois, donc Parce ouais. qu'on se rend C'est pas vrai. compte, pareil, on parle digital nomade, c'est génial, T'es ils toujours voyagent en tout le temps. vacances, Mais pas du tout. enchaîner les hôtels, alors on n'est pas ici pour se plaindre, d'accord. Non, mais il y a des une réalités après. Certaines contraintes à ça, vivre dans les valises, bouger, pas avoir, comme il a dit, son Minimaliste, chez soi, Ouais. à souhait, ouais. sa maison. Donc c'est vrai qu'on y réfléchit aussi, nous, d'une Bah, base. nous, on a notre base au Costa Rica pour l'instant, mais c'est vrai qu'on réfléchit. Et l'Asie, on était C'est ça. venus en vacances il y a des années, mais là, en tant que digital nomade, on kiffe effectivement tout ce Ouais. que tu as dit. Ah ouais. Tu as tout ce qu'il faut pour être On productif. confirme. Ouais, Les ouais. gens sont gentils, la nourriture est bonne. Prestation de service, C'est ça. Ouais, une fois Folle. que t'es immergé là-dedans, c'est dur d'en sortir. Après, il y a pas mal de concessions, et ça j'aurais peut-être dû les lister avant. La solitude c'est un truc, mais faut être minimaliste aussi. Ah, complètement. Tu peux pas, moi j'aime bien les vêtements, tout ça, j'ai dû vraiment faire des gros efforts. Enfin, j'ai que 6 t-shirts avec moi, donc c'est dur en Donc, vrai. ouais. Tu sais, quand t'aimes un peu les vêtements, Ouais. tout ça, ou tu as envie d'avoir un peu un style, j'ai qu'une paire de chaussures, l'autre paire que j'ai c'est pour la rando. Donc, ouais, faut accepter, avoir moins de matos, avoir moins de vêtements. Et ça, c'est pas forcément facile toute l'année. Après, je fais en sorte d'être dans des endroits où il fait tout le temps beau. Donc à part le Kawaii, j'ai pas de veste, tu vois. Ouais. Donc non, ouais, c'est ce qui fait que je voyage un peu plus léger. Mm. Mais ouais, non, ça, le minimalisme, c'est ultra important quand t'es digital nomade. Mais après, tu te rends compte que avoir plein de matériel, c'est pas forcément très utile. Alors moi, j'avoue que je suis un gros consommateur de matériel tech, parce que j'adore faire des super vidéos. Donc ouais, j'ai beaucoup de matos électronique, c'est l'enfer. Ça pèse, mon sac à dos pèse 12 kilos quand je voyage. Il est sur point de... Ouais, voilà, tu vois, moi, mon sac à dos, il est sur point d'exploser. J'ai dû acheter un autre sac là-dessus, juste à cause du matos. Oui. Les vêtements, il n'y a aucun problème. Mais le matos, c'est un peu la zone critique chez moi. Donc mais- on trimballe un On a micro réussi, Yeti. voilà, on Un a micro réussi à Yeti passer qui est énorme. de gros appareils photo aux iPhones. Ouais, heureusement. Qui font Et on a d'une vendu qualité l'appareil de photo, fou, ouais. donc plus léger. Mais je te comprends à 1000%. Ouais, c'est très dur. C'est hyper compliqué ça, vraiment pour le coup. Mais ouais, c'était un point quand même important à C'était- mentionner. Voilà. Exactement. Bon, je pense qu'on aurait des milliards de questions, mais après, voilà, il faut choisir aussi, il faut C'est s'arrêter ça. à un moment donné. Exact, ça a été un vrai Ouais. plaisir, la vidéo touche à sa fin. Ce qu'on aime De bien même. faire, Ouais. Dimitri, avant, c'est notre petit rituel. On a créé un jeu, Drop Your Mask. Ok. Ce jeu de cartes, en fait, c'est un jeu d'introspection. Ok, Et on va te demander d'en tirer une ok, et d'y répondre, t'inviter à y répondre si tu veux bien. ok. J'espère tirer la bonne carte. Écoute, On t'en a préparé quelques-unes. Ah, génial. à toi de choisir, tu choisis la couleur qui t'attire. Rose, ça me plaît bien comme ça. Allez. Bien flash. Alors, quels sont tes 3 indispensables pour te sentir heureux et épanoui au quotidien? Très bonne question, ça d'ailleurs. Numéro 1, le sport. Obligatoire. Moi, ça me permet de vraiment être droit dans mes bottes, etc. Avoir une très bonne routine, c'est vraiment l'élément numéro 1. Épanoui au quotidien, je dirais faire un... Alors, ouais, je vais le dire comme ça, mais faire un travail quand même qui te plaît. C'est... Qui a du Ou du sens, moins c'est qui a ça du... Ouais, voilà, exactement. Parce qu'on a tous... Je veux dire, je suis freelance, il y a des fois je travaille, j'ai pas envie de travailler, c'est une réalité. Mais c'est important d'être... voilà, il faut que ça ait du sens, il faut que tu comprennes pourquoi tu fais ça, et il faut que tu réalises que tu le fais pour une raison et que tes clients ils sont pour la plupart du temps contents que tu fasses ça. Donc il faut essayer de se tirer vers le haut plutôt que de se dire « Ah ouais, mais je suis pas sûr de moi, etc. » Parce que des fois on doute beaucoup quand on est indépendant et ça c'est une réalité. Donc ça je pense c'est le deuxième truc. Et le troisième, sentir heureux, épanoui au quotidien. Alors c'est très bête ce que je vais dire, mais dormir 8 heures par nuit, si je dors pas. C'est un truc genre, ça rebondit avec le sport, etc. Mais vraiment, Ça fait partie des le livres. sommeil
peu importe dans l'endroit où tu es, etc., c'est genre la base. Moi, si j'ai un sommeil pourri, je ne suis pas productif, je fais rien de ma journée. Donc voilà, c'est un peu bateau comme troisième point, troisième indispensable, mais si j'ai pas mon sommeil, moi, je ne peux rien faire. Donc, oui, mais c'est hyper important, hein. On le voit là, on est encore un peu déphasé du jet lag. Complètement. La santé, c'est... Ta journée, après, c'est comme si t'étais pas droit, quoi. T'es complètement décalé. Ouais. Le sommeil est vital, Ouais, le sommeil, c'est ultra important et il faut apprendre à le gérer aussi quand on voyage constamment. Il y a des fois, on est dans des endroits qui sont pas très discrets, un peu bruyants, etc. Ça m'est arrivé aux Philippines, c'était l'enfer et j'ai vu ce que ça crée sur le corps et dans la tête d'avoir un sommeil de merde. De merde, très clairement. Désolé pour la monétisation de cette vidéo. C'est pas grave, ça tape. Je sais pas toi, mais je peux parler pour nous. On adore particulièrement la qualité de ces réponses. C'est pas prévu, d'habitude on en pose une. Est-ce que tu serais ok de tirer une autre carte parce qu'on kiffe tes réponses. Allez, vas-y. Donc si t'es chaud, folie. Allez. Vas-y. Hop. C'est cadeau. Oh, qu'est-ce que tu aimerais attirer plus dans ta vie? Waouh, c'est si dur comme question ça. Vous m'avez bien eu là. Actuellement, alors ça va être très égoïste, mais je vais dire un peu plus de succès. À quel niveau? Par rapport à YouTube. Voilà, voilà, vous savez ce qu'il reste à faire. Likez tous la vidéo, abonnez-vous. On mettra tous les liens en dessous et voilà. Mais ouais, j'aimerais bien que ça... En fait, mon but à terme, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes à se lancer dans cette vie-là. Et j'allais te poser la question justement, pourquoi tu le fais en fait? Je le fais vraiment parce que moi, quand je me suis lancé, j'avais pas vraiment de... Alors il y avait 2-3 chaînes anglophones bien entendu, mais en France, j'ai pas vraiment trouvé la réponse à mes questions sur YouTube. Et je me suis dit, je pense que la vie que j'ai, elle en inspire plus d'un, parce que je le voyais dans mon entourage, il me disait « Ah, c'est cool ce que tu fais, etc. Tu devrais peut-être en parler, donne-moi des conseils pour ça, ça, ça. » Et des chaînes sur YouTube qui parlent de voyage, il y en a des millions. Je voulais pas genre faire le top 10 des trucs à faire à Kuala Lumpur, ça m'intéressait pas, parce que j'estime et je suis peut-être un peu trop casanier pour vraiment aller de partout, tout tester, etc. Mais par contre, ma force, moi, c'est vraiment d'aller à un endroit et de réussir à créer une routine à partir de l'endroit où tu es, tu vois, actuellement. Et de montrer aux gens que c'est largement possible d'avoir une routine de ouf, peu importe l'endroit où tu es. Si tu creuses un peu, tu te rends compte que tu peux avoir un quotidien génial. Donc ouais, moi, c'était vraiment aider les gens, leur ouvrir les yeux sur le monde et surtout, en fait, leur dire que c'est pas parce que vous êtes enfermé chez vous en France que du jour au lendemain, vous pouvez pas partir, faire votre valise. En vrai, qu'est-ce qui nous retient? On a un passeport français. Avec le passeport français, on peut aller partout où on veut. Enfin, en Malaisie, on a 3 mois sans nos visa. Excuses. Voilà, genre c'est nos excuses. C'est la peur, tu vois, l'inconnu, tout ça. Mais en fait, c'est tellement facile d'aller n'importe où. On est en 2024, je veux dire, des pays sûrs, il y en a des millions. Alors certes, il y a des endroits où il ne faut pas aller dans le monde. Mais je veux dire, là, regarde, prenons l'exemple d'ici, la vie qu'on a, etc., il ne m'arrivera jamais rien, c'est très safe, on a une culture, tout ce qui est culinaire, c'est magnifique, on a une belle culture aussi ici, il y a des parcs, Non, franchement, c'est sans regret. Et en vrai, le voyage, je pense que c'est la chose la plus importante et la plus épanouissante qu'on peut avoir dans la vie, tu vois, parce que ça fait grandir. Ça fait grandir, ça nous ouvre les yeux sur ce qu'est le monde réellement, contrairement ça nous montre autre chose. Contrairement au monde qu'on nous partage à travers la télévision ou à travers les a priori, tu vois, ça peut être la famille. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'a priori du côté de ma famille, désolé pour la famille, mais genre quand tu pars à un endroit, ah mon Dieu, c'est dangereux, il y a ci, il y a ça, mais comment tu vas faire? Plus la France, la sécurité sociale, blablabla. C'est une liste de trucs. Et en fait, quand tu pars et que tu arrives dans un pays et tu te dis, mais en fait, pourquoi tous ces gens ont peur alors que c'est... Enfin, regarde Parce qu'on leur fait peur. Ouais, on leur fait peur. Ouais, on leur fait peur. Alors que nous, on arrive, on vit notre meilleure vie et on se dit, mais pourquoi les gens ils se lancent pas, tu vois? Ils le font pas. Donc voilà. Donc c'est magnifique. Un beau message de fin. Vous savez ce qu'il reste à faire, c'est y aller, quoi. Tu aurais un petit message pour conclure cette magnifique interview, un message qui vient du cœur, peut-être une citation ou bref une phrase philosophique que tu as en tête, que tu aimes te répéter, tu pourrais partager à notre communauté. Ouais, j'ai une phrase qui me tient à cœur, que j'ai tatouée sur mes 2 jambes, qui est juste ici. En anglais, c'est No risk, no story. Si vous ne prenez pas de risque dans la vie, il n'y aura aucune histoire à raconter. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer, il faut juste le faire. Et voilà quoi, c'est vraiment, il n'y a pas à développer pendant 10 000 ans, c'est vraiment genre se lancer
y aller à fond et il y aura que du bonheur derrière, quoi. Surtout de croire en soi aussi, c'est ultra important. Magnifique. Voilà. Dimitri, merci. Merci Ça a été à vous. un vrai plaisir de partager ce De même, moment de avec même. toi. Merci pour ce moment et on vous dit bisous. Et bisous. Merci à vous, Magnifique. c'est parfait.